Bienvenue pour ce nouvel épisode, premier épisode d'ailleurs du coup de 2024, de votre émission favorite, Zéro Calorie. Donc pour ceux qui écoutent en rediffusion ou en podcast, on est en live sur Twitch, donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à passer tous les dimanches. Et aujourd'hui je suis accompagné donc de Jérémy ou JR Body, comme vous pouvez le voir en dessous de sa caméra. Comment ça va? Ça va et toi, Jason? Ça va, Ça plaisir va, d'être là. ça va parfait, parfait, en forme. Très content de reprendre les lives du coup pour cette nouvelle année et que du coup ça soit en ta compagnie. On va parler aujourd'hui beaucoup de musculation. La surcharge progressive, c'est un sujet que tu apprécies, non, il me semble? Ouais, exactement. Un peu comme tous les sujets qui se tournent à l'entraînement, c'est un peu ma spécialité, mais on va dire c'est le type de sujet dont j'aime particulièrement parler. Donc je pense que ça tombe bien que tu aies choisi ce thème pour aujourd'hui. Ouais, ouais, ça tombe bien, c'était fait exprès de toute façon. Je choisis aussi beaucoup de toute façon les invités par rapport au sujet qu'ils apprécient le plus. C'est toujours plus agréable d'écouter quelqu'un qui est passionné d'un sujet quand on en discute. Avant de parler du coup de la surcharge progressive, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live, dans le chat, on pourra y répondre. De préférence liées forcément à l'entraînement. On va pas trop partir dans les sujets nutrition ou tout autre sujet. On est là aujourd'hui pour beaucoup parler d'entraînement. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent. Ok, et ben écoute, moi c'est Jérémy, on me connaît généralement sous le nom de JR ou JR Body sur les réseaux. Je suis coach depuis maintenant 2 ans, coach online depuis 2 ans, spécialisé plus en transformation physique plus sur de la prise de muscle, perte de poids également, même si je tends vers me diriger plus vers du bodybuilding. J'ai également des athlètes qui souhaiteraient concourir dans des fédérations naturelles d'ici quelques années. Et voilà pour la partie coaching. Je suis passionné de musculation, ça fait 5 ans que je pratique. Et j'ai de mon côté aussi envie de faire des compétitions de bodybuilding naturelles sur les prochaines années aussi. Et j'ai un podcast également, Young Trainers, auquel toi tu es venu du coup Jason il y a quelques semaines. Hmm. Euh, je crois que tu es un des derniers invités de l'année d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Je crois que j'étais le dernier parce qu'après vous avez fait un live entre toi et Romain, justement, le live de Noël. Enfin, Ouais, le podcast de Noël. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc tu étais le dernier. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis comme je t'ai dit en off, c'est la première fois que je suis en podcast, enfin invité en podcast tout seul, parce que la première fois que je l'étais, il y avait du monde dans ton épisode aussi. Il y avait deux invités, Vince et Luc. Donc ouais, voilà pour ma présentation. Ok, et j'aimerais juste poser des petites questions par rapport à toi. C'est quoi en fait ton parcours et qu'est-ce que, on va dire en termes de formation, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce qui t'a fait décider de devenir coach et c'est quoi ton but en tant que coach vraiment? Là, à l'heure actuelle, tu nous parles de faire prendre du muscle ou autre, mais c'est quoi ton but ultime si tu devais en choisir un? Alors, moi déjà, ce qui m'a amené vers le coaching, c'est ta question initiale. À la base des bases, je suis passionné de musculation, je suis passionné vraiment de bodybuilding, mais on va dire plus pour ma pratique personnelle. Du coup, je me suis dirigé vers le coaching, plus dans le sens où je me suis dit à l'époque, j'avais pas encore cette fibre du coaching parce qu'automatiquement, j'en avais jamais fait. Et je me suis plus dit, c'est le meilleur métier pour vivre de sa passion en tant que bodybuilder, même si bodybuilder amateur plus, vu qu'il n'avait même pas fait de compétition, il n'en avait toujours pas fait. Mais que je voyais ça vraiment comme la meilleure passerelle vers le fait d'être un bon bodybuilder, de faire du coaching online. J'aimais beaucoup le lifestyle autour, j'aimais beaucoup transformer des gens, parce que j'avais déjà un petit peu coaché, tu sais, comme on commence tous en tant que Avec coach nos amis, quoi. avec nos amis, nos familles. Alors moi, je veux vraiment coacher des gens de ma famille, mais on va dire plus des potes, que tu coaches gratos, tu fais des petites diètes vite fait, des petits programmes rapides. Hmm. En fait, tu fais juste ce que toi tu fais, tu le réécris juste, tu fais quasiment un copier-coller, mais tu as l'impression de coacher. Mais ça Ouais, donne les petites premières envies de coacher par la suite. C'est souvent comme ça que ça commence en réalité. ouais, de fou. Et, euh, et puis j'ai commencé comme ça. Après, j'ai coaché un petit peu, on va dire, mon réseau s'est un petit peu dispersé. Du coup, j'ai commencé à coacher alors gratuitement au début, mais pour le coup, avec vraiment cette intention de coacher en ayant des transformations par la suite. Donc, je coachais vraiment sérieusement à ce moment-là. Puis après, très peu cher, comme tout le monde commence aussi par là. Et puis, du coup, j'ai vraiment eu envie de faire du coaching online, mais sérieusement à ce moment-là. J'ai commencé avec un BPGEPS il y a 2 ans maintenant que je l'ai. Euh, Puis j'ai enchaîné, en fait, après mon BPGEPS, je me suis directement lancé en coaching en ligne quelques mois après. J'ai parallèlement à ça réalisé Bayesian Ouais. Bodybuilding, donc la formation en France. J'ai fait également N1 Education, les cours sur la biomécanique. Et j'ai fait la formation de Vassili Silopoulos sur la science de la perte de graisse rapide. Et j'ai fait la formation de The Predator Mastermind, du coup, de 3 mois sur l'entraînement et la nutrition. Ouais. Et je suis actuellement en train de faire la formation de Martin McDonald sur la nutrition, donc Mac Nutrition et Menu.
Et j'ai dû faire une ou deux autres formations. J'ai fait une formation. T'avais pas Ben Jans? Enfin, c'est pas une formation, c'est Bah, juste. j'avais commencé, j'ai pris les Ouais, codes à ok. quelqu'un. Ouais, ouais. Bah, j'ai Non, pas, non, ouais. il y a eu Mastermind qui est passé entre temps, puis du coup j'ai priorisé, puis là je l'ai un peu mis de Bon, le côté, je t'avoue. Mastermind était plus intéressant, de toute façon, je suis sûr. Ouais, 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 ouais. Pour l'avoir Et fait. on se rend compte là, du coup, tu vois, si on peut parler un peu de formation rapide, j'ai fait N1, et même N1, tu vois, au final j'étais un petit peu déçu. Ouais, c'est pour ça Euh, que j'ai pas fait. Bah, j'ai eu Louis qui m'a dit, moi, qui m'a dit, tu peux les faire si tu veux te donner ton avis, mais en gros, il m'a dit, fais celle-ci ou celle-là, ce sera déjà bien. Et après, Bah, en fait, je trouve qu'N1, si tu veux, si tu suis le milieu evidence-based sur l'entraînement et la biomécanique depuis 2-3 ans, tu vois, même un peu moins, je pense que tu as déjà quasiment 70% de ce qu'ils vont dire dans la formation, tu vois. ouais. Mais ça coûte 1000 balles. Donc, Ouais, si bah, tu veux ça, et au pire des cas, écoute des podcasts d'eux, tu vois, où tu regardes leurs posts, je pense que tu en tireras avec quasiment les mêmes choses, si ce n'est plus, parce que je trouve qu'ils vont limite plus loin dans leurs posts non, d'analyse de mouvement, quoi, que ce qu'ils font des fois dans leur. ah, c'est triste ça quand même. Ouais, moi du coup c'est PSL One si jamais, mais vraiment elle, c'est celle que j'ai adorée, hein. Elle était, Elle était bien. ouais, très 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 bien. Après, ça coûte ici en dollars canadiens, ça m'a coûté 2500 $ canadiens, donc ça doit faire 1100 € par là. Voilà. On a une petite question avant de commencer du coup à rentrer dans le vif du sujet de Monkey Family qui me demande est-ce qu'on va bien. Donc oui, on va très bien. Déjà, merci de nous demander. Merci. Et la question, c'est comment réussir à augmenter son métabolisme en hors saison grâce à la nutrition. Donc, on n'est pas forcément dans l'entraînement, on veut parler de l'entraînement aujourd'hui, mais on va faire ce petit hors sujet pour débuter le live. Je vais y répondre. Je vais pas tout dire, comme ça, je sais que tu vas derrière sûrement complémenter, Jérémy. Mais quand on parle d'augmenter son métabolisme, je trouve que c'est une erreur de langage. En fait, tu augmentes pas vraiment ton métabolisme avec la nutrition. Tu augmentes ton métabolisme si ton poids monte, mais surtout si ta masse musculaire vient monter. Sinon, après, les autres choses, encore une fois, même si tu prends 2, 3, 4, 5 kilos de masse musculaire, oui, ton métabolisme va légèrement monter, mais c'est rarement ce qui fait la plus grosse différence. Ce qui fait la plus grosse différence, c'est sur ta dépense énergétique. C'est ça. Tu veux que je complète? Ouais, voilà, si tu veux aller plus loin, comme En ça. fait, si tu étais très bas en termes de calories, il y a de fortes chances que quand tu es en gros déficit, même en léger, ton nénat, donc en gros ton NEAT et ton nénat, le nénat en fait c'est ta dépense. Là, tu vois, je suis en train de parler, je bouge mes mains, bah peut-être que ça en sèche, j'aurais pas ce petit mouvement de main. Ce petit mouvement de main, c'est une dépense énergétique. Ouais, Et ça, c'est bête, mais les gens n'y pensent pas forcément. Et ce petit mouvement de main, tu l'as pas forcément. Des fois, bah, ceux qui ont connu des vrais sages hardcore, Jazzy, tu sais de quoi je parle. Alors moi, je l'ai pas connu, mais je sais que c'est des choses qu'on peut entendre. Tu es en train de manger, tu as oublié ta cuillère, aller la chercher, c'est un calvaire, tu vois. Et si tu ouais. peux te pencher un petit peu en arrière pour aller la prendre plutôt que de te lever de ta chaise, tu le fais. Et c'est ce genre de choses, en fait, tout ça accumulé qui fait que tu as moins de dépenses et du coup qui fait que ton métabolisme diminue, mais en fait, c'est ta dépense qui diminue. Et c'est une erreur de langage, comme dit Jason, c'est que en off-saison, en fait, tu vas retrouver ta dépense. Tu vas retrouver ta dépense. Euh, Tu vas également remettre des tissus, tu vas reprendre en masse musculaire. Également, tu vas reprendre en masse grasse, ce qui va faire que tu auras sûrement besoin de plus de calories pour alimenter tout ça, on va dire. Et automatiquement, tu vas, au fil du temps, être plus lourd, donc avoir une maintenance qui va être plus importante au fil du temps, quoi. Donc, c'est ça. Et c'est vrai que je suis déjà tombé sur des façons de penser vis-à-vis du métabolisme qui étaient biaisées, où des personnes, des coachs, voulaient faire augmenter le métabolisme en fait en augmentant la dépense. Et disaient en fait, je fais augmenter le métabolisme comme ça, tu vois. Je pense que c'est faux. Enfin, c'est faux parce qu'en fait, tu augmentes pas ton métabolisme comme tu le penses. Tu augmentes juste ta dépense, du coup, tu manges plus, certes, mais inutilement. Faire 15 000 pas en off saison, je pense pas que ce soit utile. Faire 10 000 pas en off saison, ça peut l'être, mais enfin, et si t'as pas, si tu es quelqu'un qui fait de base 5 000 pas et que tu te forces à faire 5 000 autres pas, alors si tu aimes ça, pourquoi pas? Si t'es pas ton truc, enfin, s'il faut que tu te forces à ce point-là et limite que tu dors moins parce que tu dois faire tes pas, je pense que ça, en off saison, je pense pas que ce soit plus utile que ça, tu vois. Ouais, moi, le seul intérêt, je trouve, d'augmenter vraiment les pas en off-saison, c'est pour que la personne mange un peu plus si la personne a un grand appétit et qu'elle aime vraiment ça, tu vois. Dans ce C'est plus ça. contexte, Après, tout à sinon, pour fait. le métabolisme aussi, quand tu parles de hors-saison, si après tu sors d'un gros déficit, d'une sèche, il faut savoir que ton métabolisme peut s'adapter, mais il s'adapte jamais au déficit que tu l'as fait. Je prends un exemple, euh, ton métabolisme basal, il est à 1500 et toi, tu es à 1200 sur ton déficit, il va pas s'adapter d'un coup à tourner à 1150, tu vois. Il va s'adapter à un certain pourcentage, mais tu me reprends si je me trompe au niveau des chiffres, mais il me semble que c'est entre 15 et 25% que le métabolisme peut s'adapter, mais Sur forcément, c'est pas genre, quand je te dis donc 1000, imaginons tu es à 1000 et il s'adapte à 25%, c'est qu'il va descendre entre 150 et 250. Mais il va pas s'adapter au déficit que toi tu lui fais. C'est ça qui faut faire la différence.
C'est ça. j'en ai parlé encore hier sur Thread, parce que j'ai eu des gens qui parlaient que le métabolisme pouvait se casser et tout ça. Donc voilà. Ça, Encore. la mythe ouais, non, mais ce mythe-là, il a la peau dure et je pense qu'il va être encore là pendant de nombreuses années vu qu'il est plutôt récent, je trouve. Bah, j'ai l'impression que c'est. Alors, est-ce que c'est pas... c'est pareil, c'est que j'ai l'impression qu'il est moins présent, mais est-ce que c'est parce que moi-même, de mon côté, je ne suis plus de personne qui en parle, Sûrement. parce que je suis biaisé par ça? Tu sais, il Ouais. y a une période où, je sais pas, je suivais un petit peu des comptes, je sais pas, body hardcore ou d'autres choses comme ça, ou même n'importe quoi, tu vois, qui vont parler de ce genre de trucs, et du coup, tu as l'impression que c'est plus présent, mais en fait, juste tu changes un peu les personnes que tu suis, et du coup, tu as l'impression que ça ne l'est plus, alors qu'en fait, il y a encore cette niche. Ouais, ben en fait, c'est exactement ça. Et hier, j'en parlais, tu vois, sur Thread. Leur algorithme, il est trop trop bien. Parce que je suis rentré un petit peu, pas en conflit, mais tu sais, genre, j'ai parlé beaucoup avec une femme qui était en mode carnivore diète, une autre qui était en Mm. mode métabolisme cassé ou autre. Et donc, du coup, Thread me propose énormément de gens qui cherchent des conseils en nutrition, qui affirment qu'ils sont pour la carnivore diète, des Mhm. trucs comme ça, tu vois. Vu qu'ils ont vu que j'avais répondu à ça. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que sur Instagram, euh, j'ai du mal à avoir du contenu 100% axé coaching nutrition, vu que forcément, c'est des fois on scrolle des réels, moi je vois des corgis, je like, tu vois. Donc le truc il va me proposer des corgis, tu vois, c'est tout con. Tandis que sur Thread, je suis là pour vraiment parler de nutrition et tout, donc c'est vraiment cool. Je sais pas si tu y es déjà, mais moi j'ai vraiment bien aimé Moi, ce style-là, je sais pas. Ouais. que tu peux vraiment bâtir un petit peu à nouveau ce que tu vas lire et ce que tu vas voir. Je trouve ça vraiment bien. J'irai jeter un coup d'œil, c'est vrai que je me tâtais un petit peu, Ouais, ça c'est ouais. plutôt raide, donc j'ai pas forcément. Ah bah, très clairement, ça va m'aider à parler de beaucoup de vidéos parce que ça me permet de prendre des sujets, des screenshots et de dire vas-y, on va évoquer ça parce que même la diète carnivore, je ne savais même pas que c'était autant répandu. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment très, 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 très répandu. Tu sais, t'as sûrement autant de niches par type de diète qu'on peut avoir en tête qu'on s'imagine, dans le sens où Oui, t'as c'est des niches infini. qui font des jeûnes à foison, des personnes qui mangent que des fruits, sûrement, je sais pas, Ouais, des sûrement que crudivores ou quoi, oui, oui, il y a ça aussi. Ouais, ouais. donc, Mm. t'en as, hein. Ouais, c'est sûr. Donc, ben, en tout cas, merci pour ta question, Monkey Family, qui nous dit qu'il a totale confiance en toi, GR, pour l'avenir. Donc, je pense que du coup, c'est un de tes élèves qui est caché derrière ce pseudo. Ok. Donc, voilà, en tout cas, merci beaucoup Ouais, d'avoir si tu veux te participé. situer, c'est intéressant. Ouais, et n'hésite pas à nous poser d'autres questions. On va commencer à parler de la surcharge progressive si jamais ça t'intéresse. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous donner la définition de la surcharge progressive, GR, pour ceux qui connaissent pas trop ça? Bah, la surcharge progressive, c'est simplement le fait de mettre plus de charge ou plus de répétitions sur un lift, sur un mouvement au fil des semaines, au fil des mois, Ouais. tout simplement. Donc en gros, tu gagnes en répétition, tu gagnes en charge, tu as la capacité de faire plus de reps ou plus mettre plus lourd sur ton mouvement. Si on devait résumer un truc très simple. C'est ça, exactement. Mais concrètement, en fait, beaucoup de gens vont dire ouais, ok, ça sert à quoi? Parce qu'ils doivent le voir partout un petit peu. Je pense sur énormément de comptes de coach, c'est un mot, enfin deux mots qui reviennent très souvent, hein. Le mot surcharge progressive. C'est sûr et certain pour ceux qui s'intéressent à ce milieu-là. Un minimum, vous l'avez déjà vu et vous le voyez peut-être énormément à un tel point que vous vous demandez mais pourquoi c'est si important que ça? Je vais te laisser juste commencer. Moi, du coup, je vais continuer après. Pour toi, est-ce que la surcharge progressive, c'est forcément quelque chose d'obligatoire? Et si oui, ça l'est pour qui? Alors, déjà, je voudrais juste faire un petit point sur la surcharge progressive, parce que les gens s'imaginent que la surcharge progressive, ce n'est que le poids Ouais. et que les répétitions. Mais en réalité, en fait, on pourrait plus qualifier ça d'une augmentation de la tension au fil des semaines et au fil des mois. Et du coup, cette augmentation de la tension, si imaginons, j'avais fait un vieux réel il y a plus d'un an et demi là-dessus, si tu fais des répétitions moins importantes, en gros, sur un squat, on va prendre le squat, tu descends la parallèle, tu fais 10 reps à 100, et semaine suivante, tu fais 11 reps à 100, mais tu descends de 15 degrés au-dessus. Donc en fait, tu as moins de tension supposément sur le muscle. Bon, c'est difficilement mesurable, c'est assez abstrait. Mais théoriquement, tu n'as pas augmenté ta tension ou tu n'as théoriquement pas fait de surcharge progressive. Et ça, on le voit souvent, des personnes qui du coup déstandardisent leurs répétitions. Donc leurs répétitions, leurs séries ne sont plus standardisées au fil des temps. Là est l'intérêt de se filmer. C'est pour ça que j'insiste sur, de façon générale, mais même sur mes clients surtout, de se filmer à la salle de sport, parce que c'est là aussi l'intérêt. Même quand tu fais bien les mouvements, même qu'on a vu les erreurs de base, si tu ne te filmes pas, on ne peut pas voir si tes répétitions sont standardisées, si ton tempo est standardisé. Pareil, si ton excentrique est retenu en 4 secondes sur un squat la première semaine et qu'elle descend à 2 secondes, 1 seconde les semaines 3, 4, 5, et que tu mets plus lourd, certes, est-ce que tu as réellement plus de tension? Est-ce que du coup Mm. le tension-tension est plus important, est moins important, donc au final tu t'en sors avec
moins de tension mécanique, si on pourrait appeler ça comme ça, tu vois. On fait du temps. Mais ce qui est important, en fait, je pense aussi à faire comprendre, c'est que aux gens de manière générale, vos muscles, nos muscles, ils sont pas en mode oh j'ai fait une répétition, j'ai fait deux répétitions, j'ai fait trois répétitions. Ton muscle il est en mode ok j'ai travaillé tant de secondes et j'ai eu tel étirement, telle contraction. Donc il réfléchit pas en chiffres. Donc à partir de là que quand on a compris ça, on se rend compte que c'est hyper important de standardiser ces répétitions. Parce que je pense que c'est une des grosses erreurs de la majorité du temps quand les gens ils disent je stagne, je ne progresse pas. C'est soit qu'ils interprètent mal leur dernière série, leur dernière séance, soit qu'ils ont mal progressé dans leur surcharge progressive. Certainement parce que je reprends l'exemple du squat, vu que tu es parti dessus et je trouve que c'est un très bon exemple. Ils ont commencé à 50 kilos, ils ont fait 10 répétitions c'était très bien. La descente était contrôlée suffisamment pour que la personne s'arrête à n'importe quel moment de la descente et la montée était explosive. Les dernières répétitions étaient proches de l'échec. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des semaines, ils sont montés en poids peut-être trop vite. Ils sont passés de 50 d'un coup à 55 ou voire 60, puis après directement à 70, sans forcément valider un certain nombre de répétitions. Et même dans le cas où ils ont validé un certain nombre de répétitions, ils ont peut-être un petit peu moins descendu, ou alors ils ont moins contrôlé la descente. Sur un squat, c'est simple, si tu ne contrôles pas la descente, c'est pas toi qui descends le poids, c'est le poids qui te descend. À Mm. partir de là, ça va être du coup beaucoup plus simple pour toi d'effectuer la phase excentrique quand tu descends, si c'est le poids qui te descend. Donc si ça, ce n'est pas standardisé, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas passer de 50 et à plus tard, 2 mois après, à 80, au lieu d'avoir 2 secondes de temps sous tension à la descente, tu vas être en moins de 1 seconde. Et du coup, quand tu vas monter, ça va être plus compliqué. Tu vas peut-être te pencher en avant, qui va répartir la tension dans un autre muscle. Imaginons que quand tu descendais, tu étais bien droit, tu avais un équilibre, on va dire, parfait, 50-50 entre fessier, quadriceps, d'accord. Et que d'un coup, tu montes trop, quand tu remontes, tu vas peut-être pencher en avant, ce qui va mettre plus de tension du coup dans tes fessiers, dans tes quadriceps. Et à partir de là, tu ne peux déjà plus du tout comparer tes performances. Parce que l'excentrique n'est plus la même, le temps sous tension n'est plus la même, et le recrutement musculaire n'est plus le même. Donc, si tu dis que tu stagnes, arrivé à 80, c'est pas que tu stagnes, c'est que tu as mal progressé, tu as mal euh, suivi ta progression. Mm. Plutôt d'accord, plutôt d'accord. Et puis, on va dire que ta question initiale, qu'on a un petit peu débordé, mais ta question initiale, c'était pourquoi c'est important, en gros, la surcharge Ouais, progressive. Bah, c'est à mon sens parce que du coup, la prise de force est en corrélation directe avec la masse musculaire que tu as. Donc, alors, au fil des mois, bien sûr, les premières semaines, ça va surtout être des facteurs nerveux qui vont faire que tu vas gagner en force, tu vas t'améliorer sur le mouvement, tu vas avoir une meilleure coordination intermusculaire. Et du coup, tu vas, on va dire, au fil du temps, enfin, sur les premières semaines, du coup, pas forcément gagner en force via la corrélation avec la masse musculaire, mais au fil des mois, ce sera sûrement ça. Plus une amélioration de la technique dans des cas de sport, le sport de de force. force. Voilà, mais du powerlifting, mais dans le cas de la musculation, enfin même dans le cas du powerlifting aussi, c'est principalement la masse musculaire qui joue à ta force. Donc quand tu vois que au bout de semaine, tu prends en perf, en répétition, même si c'est quelques reps sur des exos, tu peux en déduire que tu prends en masse musculaire. Mais ce qui ne veut pas dire que si tu stagnes en répétition, que tu ne prends pas en masse musculaire. Parce que c'est pareil. Moi, alors peut-être que toi tu sais, Jason, mais moi je ne sais pas combien de grammes de muscle sur un biceps il faut pour que ce biceps gagne une rep sur son curl biceps. J'aurais pas du tout. Et je pense que comme tu l'as dit, ça doit dépendre parce que la manière dont tu travailles ton muscle, ça se trouve, il ne va pas gagner de la force de la même manière. Tu vois, quelqu'un qui fait du power, il va pas avoir un biceps aussi gros que quelqu'un qui fait de l'hypertrophie, mais pourtant il va avoir des perfs où il va le fumer, tu vois. Mm. Donc, Et des mouvements très spécifiques. Enfin, du coup, il fait oui, essentiellement des mouvements soulevé de terre, bench, etc. Alors, même s'il fait de la côté également, mais on va dire que c'est vraiment sa spécialité. Et je pense que c'est ce côté spécifique qui fait qu'il devient plus fort et qui, en plus, s'entraîne avec des charges, des répétitions qui sont vraiment, du coup, 1, 2, 3 reps, qui favorisent quand même plus les gains en force que des répétitions au-delà de 6 reps, même s'il y a des gains en force, bien sûr, heureusement, oui, mais oui. favorise un petit peu moins, a priori. Mais Donc, c'est juste, tu vois, le côté, en fait, le côté où il faut aussi prendre du recul là-dessus, c'est du coup combien de. Alors, bon, après, je te sors oui, ça, mais je me suis fait la réflexion il y a quelques temps. ah oui, c'est vrai. Combien de muscles il te faudrait pour du coup faire la répétition en plus? Et du coup, ça ne veut pas dire que du coup, tu ne prends pas en muscle. C'est peut-être juste que là, tu n'as pas encore assez cette semaine-là, tu vois. Et puis, aussi, il y a eu l'anabolisme qui se fait pas non plus.
le gain en masse musculaire ne se font pas non plus chaque semaine, C'est mais on ça. pourrait aussi se dire que c'est pas parce que tu stagnes que tu stagnes réellement sur ton muscle. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. En fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que, imaginons, voilà, ça fait, allez, 3 semaines pareil, on va prendre un petit muscle parce que je pense que c'est sur eux qu'on peut remarquer le plus de stagnation, ou qu'on peut croire qu'on est en stagnation d'ailleurs. Bon, au-delà du fait que c'est sur les petits muscles très souvent qu'on triche le plus, hein. Ça va très vite, hein, sur un curl biceps, plutôt que faire une flexion du coude, mais tu avances ton coude ou tu hausses les épaules, tu vois, sur la fin du mouvement, et donc encore une fois, tu vas enlever de la tension dans ton biceps. Mais ça, c'est autre chose. Si en fait, dans ton curl biceps, ça fait 3 séances d'affilée que tu fais 10 répétitions à 15 kilos, peut-être que tu ne le vois pas, mais peut-être que tu as un peu plus de contrôle, un peu plus de temps sous tension. Euh, et ça, c'est des choses que tu ne peux pas voir. Après, il y a autre chose à prendre en compte, c'est ce que ta forme du mouvement, du moment est la même d'une semaine à l'autre. Peut-être que à ta première séance, tout était optimal. La deuxième, peut-être que tu as un peu moins mangé avant, peut-être que tu es un peu plus fatigué, peut-être. Il y a la forme du moment à prendre en compte. Si on pouvait augmenter à chaque séance de répétition, de charge ou autre, à la fin de l'année, tu aurais des performances de fou furieux. Sauf que ce n'est pas possible. Des fois, ça demande, plus tu progresses, forcément plus ça demande de temps à ton corps de s'adapter, de créer du tissu musculaire. Et donc, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, c'est pas vraiment une stagnation, c'est plus un ralentissement. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être intéressant de changer de programme, non pas par le fait que tu ne progresses plus, mais parce que c'est moins stimulant pour toi, quoi. Tout simplement. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, il faut remettre tout ça dans un contexte. C'est-à-dire que des fois, tu peux ne plus voir une progression, mais que ça peut être lié à autre chose que le programme. Ouais. Euh, je pense au stress. Le stress, des fois, c'est un facteur qui est très limitant sur ta progression en musculation, sur même ta capacité à aller loin dans l'effort. On le voit, il y a eu des études que j'avais pas vu passer sur le sujet où des personnes qui étaient très, très stressées avaient du mal à, comment dire, pas ressentir la douleur, mais du coup, passer outre une douleur. Et du coup, bah, Mm. typiquement, on pourrait dire que les proches de l'échec, c'est devient de plus en plus compliqué quand tu es très stressé, ou dans Ouais. une période stressée, tu vois. Donc, c'est peut-être à prendre en compte. Mais je pense aussi que du coup, ta progression peut aussi être mise à mal quand tu es très stressé ou quand tu es dans une mauvaise période mentale. Et des fois, même, c'est pas forcément que tu ne peux pas progresser, c'est que du coup, à l'épreuve de l'échec devient de plus en plus compliqué. Sans te déstabiliser, si tu as des choses en tête ou quoi, ça peut être des fois compliqué de se concentrer, tu vois, réellement dans ta série, comme tu pourrais l'être quand tout va bien, entre guillemets, tu vois. Ouais, bah oui, le focus. Je vais juste aborder un tout petit sujet avant de répondre à une autre question, du coup. En fait, je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que ce soit en nutrition, en entraînement et surtout en entraînement. En fait, les gens font très souvent le lien en mode je ne progresse pas, je ne prends plus de masse musculaire. D'accord. Mais en fait, il faut prendre en compte que tout est multifactoriel. Si tu prends de la masse musculaire et que en fait, la surcharge progressive et de prendre la masse musculaire, ça repose pas sur un seul élément, ça repose sur plusieurs facteurs. Alors oui, tu prends de la masse musculaire parce que tu viens créer une adaptation à tes muscles, donc séance après séance, tu fais plus de temps sous tension, comme on a dit avant, enfin bref, tout ça. Mais ça dépend aussi, ta capacité à le faire, ça dépend de ta forme du moment, ta fatigue, ton stress, ton alimentation, ça dépend de plein, plein, plein de choses. Donc en fait, oui, il y a un lien entre ces deux-là, mais ces deux-là peuvent être affectés par d'autres facteurs en fait. Et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ça. Après, on a une question de Monkey du coup. Bah, Monkey va nous dire une question, ça. Je sais pas ce que tu Alors, vas dire. est-ce qu'il faut mieux programmer un gros exercice polyarticulaire très lourd pour le développement musculaire ou faire des exercices sur machine? Alors, déjà, le polyarticulaire sur machine, ça existe. Enfin, le polyarticulaire, ce n'est pas que sur du poids libre. Oui, C'est un peu une erreur qu'on peut faire dans. Alors, je comprends ce qu'il veut dire. Il y a un terme que peuvent employer certains coachs et certains personnes à l'ancienne, c'est les exercices de base. Bench, squat, squat, deadlift, deadlift. Ouais, puis même d'autres trucs, enfin, militaire à la barre, enfin, tu vois, des exercices de base, tu vois. ouais. Des fois, d'autres personnes vont appeler ça des exercices polyarticulaires. En réalité, des exercices polyarticulaires, c'est des exercices qui engagent plusieurs articulations. Donc, en fait, un chest press engage autant d'articulations qu'un bench. Et du coup, bon, si on remet juste dans le contexte machine, si on retourne ta question, qu'on dit plutôt exo d'isolation et exo polyarticulaire, les deux peuvent être faits. Il faut juste savoir pourquoi on le fait. Une machine, enfin un polyarticulaire, je m'y perds du coup. Un polyarticulaire en premier exercice, oui, moi dans la plupart des contextes, c'est ce que je vais mettre en place, tout simplement parce que c'est plus énergivore qu'un exercice d'isolation. Par contre, il y a peut-être des contextes des contextes de points faibles, notamment, je pense au PEC, où on peut se dire que mettre un écarté avant un chest press, ça peut être intéressant, pas parce que
Justement, beaucoup de gens vont dire parce que du coup, tu actives mieux les pecs sur la chest press. Non. Enfin, à mon sens, mon avis, c'est que non, c'est pas pour ça. Tu n'actives pas mieux tes pecs sur la chest press après avoir fait un écarté. Je dirais même que c'est le contraire, a priori, via ce qu'on peut observer dans des études. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, le premier exercice que tu fais, où tu as le plus de force possible, ça va être un exercice qui aura que les pecs qui vont C'est travailler, tu ça. vois. Là, du coup, on peut se dire que ça peut être intéressant dans le contexte où la personne a un point faible pec. Sur ton chest press, ou chest press militaire, enfin, pas militaire, mais développé, Smith, machine, peu importe, tous les exercices, enfin, l'exercice suivant qui va travailler tes pecs, tu auras sûrement moins d'activation de tes pecs, parce que du coup, est-ce que c'est significatif? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur le papier, tu en as moins. Mais du coup, là, tu auras quand même travaillé tes pecs de façon optimale, parce qu'il n'y aura qu'eux qui auront travaillé sur l'écarté plutôt que les avoir engagés avec un mouvement qui engage aussi les triceps et les épaules. Enfin, même si les épaules Exactement. travaillent écartées. Oui, mais un peu, de manière un peu moindre, mais je pense qu'on voit, tu vois, il faut pas non plus trop jouer sur les mots, mais on a compris, je pense, si vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas, mais c'est exactement ça. J'avais même pensé. Après, en soi, ben, par rapport à ce que tu as dit pour polyarticulaire, machine, isolation, je me suis aussi du coup perdu, mais c'est vrai qu'on lit un petit peu de tout par rapport à ça, et qu'encore une fois, c'est comme le coup du métabolisme, c'est une erreur, je pense, dans la manière dont on en parle, et ça, c'est hyper commun, de toute façon, il y a plein de mots qui sont mal utilisés. Voilà, moi j'ai rien à ajouter parce que très clairement tu as dit tout ce qu'il y avait à dire dessus et je peux que valider. Mm. Et puis aussi, alors si je pourrais aussi ajouter un petit truc, c'est que il y a des fois des exercices d'isolation qui peuvent être intéressants à mettre en place avant un exercice polyarticulaire, du coup, quand on planifie par rapport à la tension de l'exercice. Un leg extension, ça peut être logique de le placer avant un squat à la Smith machine ou une presse ou un exercice qui va du coup travailler les ischios. Mon Dieu. Qui va travailler dans leur position plutôt étirée parce que du coup, bah, l'extension va du coup raccourcir et on sait qu'on a de moins en moins de facilité à raccourcir un muscle au fil de la séance. Donc, ça peut être intéressant de le placer comme ça dans ce contexte-là. Pas forcément parce que c'est isolation. Ouais, après ça peut être intéressant encore une fois, mais ça veut pas dire que vous êtes obligé de le faire, tu vois. Parce que Bien ça sûr. peut être, en fait, on peut le retourner dans l'autre sens, ça peut être aussi intéressant de commencer par le squat ou le squat ou de la presse pour performer plus dessus, parce qu'on est plus à l'aise et qu'on a plus envie. Parce que il y a des gens qui vont avoir plus de mal à mettre lourd directement sur du leg extension. De par le mouvement, peut-être de par la qualité de leur machine ou autre. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais pas pour les raisons que l'on pense. Comme avant, on disait, bah, je fatigue un peu mon muscle pour mieux le recruter après. Ou voilà, ça c'est de la neuroscience un petit peu qu'on pouvait voir. Puis, la fatigue, c'est de l'après-fatigue. En Hmm, fait, l'erreur est dans le terme. C'est c'est qu'on ça. fatigue. Donc, et c'est vrai, en fait, c'est ce qui se passe. Pas de l'après-activation. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que le pire, c'est que c'est vraiment dans le nom du truc, quoi. Et du coup, ouais, en mon nous dit c'est Anto. Voilà, comme ça au moins. Ah, ok. Ouais, Ok. voilà. Donc, merci du coup pour ta Oui. question, Anto. Ok. Alors, par rapport où on en était, comment bien réussir, comment bien l'appliquer, et selon toi, c'est quoi les options, justement, pour être sûr de bien réussir sa surcharge progressive, en fait? Et merci du Déjà, follow, du coup, Selb Gnar. en premier lieu, je dirais traquer à l'écrit tes performances, donc tenir ce qu'on appelle un logbook, Ouais, peu importe le format, écrit sur papier ou sur un document sheet ou peu importe, dans tes notes, ton téléphone, peu importe, mais traque tes perfs. Au moins tu sauras où tu en es à chacune de tes séances. Et en plus de ça, là est l'intérêt aussi de. Alors si, ça peut être intéressant, j'ai même pas parlé de ça au début, quand tu disais, tu m'as demandé du coup pourquoi en fait bah, traquer ses perfs, enfin pourquoi la surcharge progressive, c'est que du coup tu vas traquer tes perfs et ça peut être aussi un truc qui te motive à aller t'entraîner. Parce que ça, c'est un truc dont on parle pas, ou très peu, mais la plupart des gens, ils vont à la salle pour prendre en masse musculaire. Mais en réalité, les gains en masse musculaire, bah, ça vient au bout des mois, tu vois. Pour prendre un centimètre de biceps, c'est des mois de travail, et encore je suis gentil. Et pour que ton physique bouge visuellement, c'est des mois et des mois. Et le fait de traquer tes perfs et de voir réellement en fait, tes perfs augmenter, c'est c'est un cadeau, c'est pas un cadeau, c'est pas que je voulais dire, c'est pas ça le terme que je voulais employer, mais c'est une récompense instantanée que tu n'as pas forcément dans ce sport, mais que là, du coup, tu vas avoir dans la séance parce que tu vas dire, putain, j'ai fait une bonne séance, pas parce que j'ai pris en masse musculaire, parce que ça, c'est un truc long terme, mais parce que j'ai augmenté en perte sur tel ou tel exo, tu vois, ou que j'ai fait plus de reps. Euh, ouais, c'est vrai. Il y a le voilà. facteur récompense et satisfaction d'avoir mieux fait, quoi. Ouais, sinon, bah, le facteur récompense, c'est le pump, quoi. Et ça, ouais, ça challenge aussi. Tu vois, c'était hier, j'avais un appel, comme je te dis, avec du coup mes élèves, tu vois, pour la rentrée.
Et justement, on a totalement revu un programme de l'un d'entre eux. Il est très certainement ici présent. Et tu vois, on n'a plus du tout vu le programme d'entraînement de la même manière, en mode on s'en fout que ce soit optimal, on s'en fout de plein de choses, on veut juste qu'il kiffe et qu'il cherche à faire un petit peu mieux à chaque séance et que ça le motive, mais qu'il puisse flexibiliser et adapter sa séance autant qu'il a. Parce que voilà, il voulait mettre une priorité à sa famille et tout. Et tu vois, je trouve que c'est un aspect qu'on ne montre pas assez, on parle beaucoup d'optimal, mais ça peut être aussi très intéressant de prendre en compte juste de faire des séances que tu aimes et de te Mm. chercher à te challenger dessus. Tant que tu fais les mouvements de la bonne manière, que, que tu aimes ça, en soi, il n'y a pas besoin non plus trop des fois se casser la tête. Je trouve qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas besoin euh, tout le temps d'avoir un programme optimal. C'est vraiment une minorité pour moi. Et après, ça peut être une majorité quand c'est pour un timing très précis, tu vois, 3 4 5 Mm. 6 mois. Pour après, au finalement, bah, se dire, bon, c'est bon, tu vois, j'ai acquis tes bases, quoi. Mm. Tout à fait d'accord. Et du coup, tu disais oui de traquer. Je sais pas si toi tu le fais, mais moi j'aime bien personnellement, mais aussi du coup à ça à mes élèves, demander leur forme du jour, de traquer ça, tu sais, de noter les ressentis, comment tu te sens, comment tout ça, parce que au-delà des performances, comme on l'a dit un petit peu avant, ça peut être très facilement affecté sur ta motivation de la journée, le plaisir que tu as pris dans la séance, ton sommeil, tes courbatures, enfin tu sais, de prendre ces données-là. Et encore une fois, ça fait prendre conscience, pas en mode il faut tout traquer, il faut être tatillon, nanana. Ça fait prendre en compte que pour progresser, c'est pas une seule chose qui Mm. compte, c'est une multitude de choses qui viennent s'additionner et qui donnent ce résultat-là, quoi. Donc, je pense que c'est important aussi. Ça fait prendre conscience aux gens. Le, j'ai envie de dire, c'est pas la magie de leur corps, mais un petit peu que, tu vois, c'est une synergie de plusieurs choses qui vont faire que, et ça peut faire prendre conscience que ça peut être important de faire attention à son sommeil, ça peut être important de faire attention à son hydratation, sa récupération, et faut pas le voir dans le côté en mode obsessionnel. Mm. Je suis en accord avec toi et oui, je traque pas mal de choses. Mes clients personnellement doivent remplir un petit, alors, je vais pas dire un questionnaire, mais on va dire quelques petites données quotidiennement, tu vois, notamment le niveau d'énergie. Alors c'est des trucs très subjectifs la plupart. Énergie, force à l'entraînement, stress, on en parlait tout à l'heure, sur une échelle de 1 à 5 à chaque fois. Et Ouais. ils mettent l'heure de sommeil pour ceux qui ont des Fitbit ou qui ont des Apple Watch ou des autres qui traquent le sommeil et le score qui est affiché aussi, et, euh, et puis les menstruations pour les femmes. Comme ça, au moins, on peut Ouais. en fait plier et voir bah, voilà, est-ce que là, ta performance, est-ce que ta séance était optimale, enfin, du moins sur le papier par rapport à ce qu'on peut observer en termes de données subjectives. Et là, du coup, se dire, bon, là, tu vois, t'es pas forcément dans le meilleur de tes formes, t'es malade, t'es en période de règles, t'as le stress enfin, élevé au possible, t'as dormi 5 heures, bon, bah là, c'est sûr que t'as pas progressé. Enfin, du moins, ça c'est peut être lié à ça, tu vois. Ça peut être lié, oui. Donc, on peut se dire, pas forcément besoin d'un déload ou quoi, c'est pas forcément une réelle fatigue centrale, tu vois, mais Ouais. plus une fatigue liée au fait que tu es malade et que tu as toutes les choses qui font que tu pas forcément top. Donc, ouais, le tracking de données est très important. Et pour justement aligner avec la surcharge et s'assurer que la surcharge est réellement une surcharge ou que s'il n'y a pas de surcharge, c'est pas forcément que c'est lié à un mauvais programme ou que tu as besoin d'un déload ou que tu as besoin de repos en général. Ouais, ouais, mais je trouve, voilà, ça c'est très souvent oublié. Après, je pense qu'on a à peu près la même manière de voir le coaching. Je pense que déjà ça s'est compris avec la formation de Louis avec le mastermind, tout ça. Mais même avant, c'est pour ça que moi avant j'avais une application et dessus, tu sais, justement, je demandais déjà le stress, le sommeil. Mais tu sais, Mm. c'était une note globale de la semaine et je trouve qu'au Mm. final, ça sert un petit peu à rien parce que ça veut tout et rien dire à la fois, tu vois. Alors après, moi, ça peut m'arriver des fois de. En fait, je vais avoir mon coaching qui change en vrai en fonction de qui j'ai en face de moi. Ouais, Et t'enlèves des données ou tu modifies. Ouais, bah oui. j'ai j'ai fait un programme, enfin, c'était un suivi Z que j'ai fait là il y a une semaine. Et cette personne-là, je le connais très bien parce que c'est un proche aussi à moi. Et je savais en fait qu'il n'allait pas remplir le tableur si je lui mettais plein de données, tu vois. On Et du connaît, coup, on bah, connaît. il y a des trucs de base vraiment poids, c'est plus ce que j'ai mis, mais poids, stress et faim, tu vois, un truc comme ça. Et puis le reste, un petit questionnaire en 2 semaines, justement, hebdo, où là, je sais qu'il va savoir se dire, bon, ok, est-ce que j'ai beaucoup d'énergie cette semaine, tout ça. Mais on va dire que ça ramène dans un contexte, je pense pas qu'il y ait besoin de traquer l'énergie quotidienne quand c'est quelqu'un qui est sédentaire. Ouais, non. Je pense que ça peut être tu vois, ou la force au training, bon là encore moins, du coup, mais tu vois, il y a des choses où c'est pas Tu les enlèves, forcément, ouais. tu vois, de le mettre. Donc ouais, clairement, je fais tri dans mes données la plupart du temps.
Ah oui, c'est pour ça faut adapter à chacun, au profit de la personne. Et ça que moi j'avais pas trop aimé avec une application, c'est que c'était très très limitant, tu vois, vu que c'est pas toi qui es derrière l'application. Avec un tableur, c'est quand même bien mieux. Et du coup, Alors, il me manquait qui veut nous poser une petite question sur le sommeil, donc elle va arriver. Il doit être en train de l'écrire. Du coup, pour finir par rapport à la question, quelles sont nos options pour bien appliquer la surcharge? Donc, on a dit de traquer, de regarder, de se filmer. Est-ce que toi, tu aimerais ajouter quelque chose à ça? en vrai, non. Pas trop se prendre la tête non plus, dans le sens où c'est vrai que alors le problème de la surcharge progressive et du fait de traquer son logbook, c'est que quand on le fait, bah, en fait, des fois, on peut se mettre la pression. Et Ouais. du coup, ta séance le fait que tu aies fait une bonne ou une mauvaise séance va être défini par les performances que tu as fait. Ouais. Et c'est pas parce que tu n'as pas eu de douleur ou parce que tu étais plutôt de bonne humeur et du coup tu as pris du plaisir à t'entraîner. Non, tu as fait une séance de merde si tu n'as pas performé, tu vois. Et alors, c'est pas c'est pas la vérité ce que je dis, mais c'est juste dans le sens où il y a des gens qui vont se dire ça. Moi, le premier, hein, si j'ai pas performé, je peux me dire, putain, j'ai fait une séance de merde, tu vois. Si j'ai Ouais. performé, je peux me dire, j'ai fait une bonne séance. Et du coup, ça, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que c'est pas. Enfin, faut essayer de pas trop avoir ce regard-là, même si c'est compliqué, parce qu'en même temps, bah, c'est ce qu'on demande de traquer ces données. Donc, quand tu vois que tu n'as pas performé, tu te dis putain, j'ai fait une séance de merde, alors qu'en fait, tu as eu des bons ressentis. Alors, je dis pas, c'était pas le truc. Mais on va dire que ça peut être aussi un truc sympa, tu vois, quand tu es dans une séance, tu as un bon pump, t'as pas eu de douleur, tu as pris du plaisir à faire tes exos, tu peux en déduire que tu as fait une bonne séance, même si tu n'as pas performé. Et pourtant, et en plus, on sait, toi comme moi, que performer, c'est pas chaque semaine, tu vois. Et que si Non, tu non. performes sur tes 4 séries, tu en as une, deux qui augmentent au fil des mois. Hein. Quand tu as un programme pendant 3, 4, 5 mois, alors 5 mois, ça commence à être long, 5, 6 mois, mais on va dire 3, 4 mois, bah, c'est normal de ne pas progresser sur des Oui. 4 séries ou 3 séries, tu vois. Mais des fois, c'est la moitié qui progresse, et quand c'est la moitié qui progresse, c'est déjà vachement bien. Oui, oui, c'est sûr. Il faut pas être dépendant de toute façon non plus des chiffres. En fait, il faut, comme les mots, les chiffres, il faut bien les interpréter, bien les comprendre et les prendre comme des alliés et en aucun cas des ennemis, quoi. Mm. Euh, Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est, alors moi, ce que je peux observer en tant que coach, quand je regarde un logbook d'un de mes clients, c'est justement, des fois, quand je vois trop de progression, ça me semble très suspect. ouais, Quand je vois oui, oui, quelqu'un oui. qui, ça fait 10 semaines et il y a eu de la surcharge partout, ça me semble très suspect. Et c'est même pas, en fait, il faut se dire une chose, c'est que c'est quasiment pas logique de faire ça, tu vois, d'avoir une progression à ce point-là, de mettre plus lourd chaque semaine. Alors, plus lourd, si c'est 500 grammes, c'est autre chose. Oui, ou Mais si si c'est c'est une répétition, tu vois, mais voilà, c'est ça. Mais si c'est sur tous tes exercices, toutes tes séries quasiment, 90% de tes séries, tu augmentes en rep ou en charge, je trouve ça suspect, tu vois. Je trouve ça hmm, suspect au bout de 10-12 semaines, quand les adaptations nerveuses sont passées et que tu fais bien les mouvements normalement. Et là, du coup, vient la question de se dire, deux options, soit tu fais mal les mouvements, soit tu déstandardises, ce qu'on disait au début du podcast, ou tu n'allais pas à l'échec avant. Peut-être que tu n'y vas pas non plus maintenant, mais en tout cas, peut-être que tu as de moins en moins de RIR, et du coup, tu te rapproches de plus en plus de l'échec. Peut-être que tu étais à RIR 3 il y a 4 semaines, et qu'en fait, du coup, tu te grappilles de plus en plus proche de l'échec à chaque fois, tu vois. c'est ça. Mais de toute façon, normalement, les 3 4 premières semaines, on est loin de l'échec. Ça dépend de l'expérience, encore une fois, mais on va dire un débutant, bon, ça peut être normal, mais une personne qui est un petit peu expérimentée, qui a fait 2 ans de salle, on va dire à peu près, et qui a déjà rencontré l'échec, quand il a un nouveau programme, il va mettre 2 3 semaines avant de comprendre comment standardiser ses exercices, ses répétitions, se rapprocher de l'échec et j'en passe. Donc oui, oui, c'est sûr qu'il faut faire attention si on voit que de la progression, parce que ça veut dire que si on ne fait que progresser, en plus de manière excessive à chaque séance, ça veut dire qu'à chaque fois on risque quand même d'avoir des courbatures, parce qu'à chaque fois on va demander une grosse adaptation à nos muscles si on fait une grosse progression. Et du coup, si à chaque fois, pendant 10 semaines, 12 semaines, on progresse énormément et qu'à chaque fois on a des courbatures, mais on risque de ne pas récupérer suffisamment et on sait que ça va pas être optimal non plus. Mm. Alors, je Donc, sais pas pour les courbatures, j'ai pas trop d'avis là-dessus. bah, c'est qu'en fait, pour les courbatures, on sait que ça vient du principe que ton corps s'adapte, que tu lui as demandé de faire une nouvelle adaptation, que ce soit nerveuse, musculaire. Et c'est pour ça que quand les gens ils changent de programme toutes les semaines, ils ont à chaque fois un peu des courbatures, tu vois. Si là on reste quand même toujours sur les mêmes patterns de mouvement, sur le même format et tout, mais si semaine 1, 50 kg squat, semaine 2, 60, 70, 80, 90, de mettre 10 kilos, on va dire, de plus à chaque séance, à chaque série et donc à chaque répétition, ça demande quand même à chaque fois une grosse adaptation à ton muscle, même si c'est un mouvement qu'il connaît déjà. Donc c'est sûr que les courbatures vont peut-être pas être aussi énormes, mais elles vont être quand même toujours un petit peu là. Et je trouve que ça peut être handicapant même tu vois, au quotidien, la récupération, même pour parler du NIT. Imaginons tu as des courbatures pendant 10 semaines, tout le temps aux jambes, tu fais 2 fois les jambes par semaine, tu es Ouais. handicapé 4 jours dans la semaine, tu risques peut-être de moins bien, de moins marcher, de moins te dépenser. Enfin,
Ouais, c'est vrai que ça peut être. Après, ça, c'est Ouais. un petit peu, voilà, c'est vraiment avec Mm. des pincettes, j'ai envie de dire, mais voilà. Mm. Et la question de Monkey, c'est est-ce qu'on a déjà eu le cas d'un élève qui dort bien uniquement avec une grosse collation avant de dormir? Car si moi je ne mange suffisamment pas avant de me coucher, mon sommeil est perturbé par la faim. Alors personnellement, j'ai jamais eu un élève qui est réveillé par la faim. Mais de mieux dormir par le fait de manger juste avant, ça peut venir de plusieurs choses. Parce qu'on sait que les glucides, ça aide à sécréter donc la sérotonine, qui vont donc aider à sécréter la mélatonine, donc pour mieux dormir. C'est pour ça qu'on dit que des glucides le soir, ça peut être intéressant. Mais aussi, si tu fais une grosse collation, donc je sais pas ce que tu entends par grosse, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça peut aussi derrière t'endormir parce que tu demandes un gros effort de digestion. Donc ça va te fatiguer, quoi. Et ça va juste te plonger plus facilement dans le sommeil. Mais pour être réveillé par la faim, j'ai jamais eu ça personnellement et je sais pas trop d'où ça pourrait venir, honnêtement. À part d'un déficit trop grand, mais bon, c'est tout. Alors, contexte d'Anto, c'est qu'il sort de prep. Ah, Pas ok. avec. Donc, il est encore, un peu fucked up niveau hormones, je pense, niveau capacité à ressentir la faim, et enfin, du moins, capacité à ressentir la satiété plutôt. Ah ouais, Et je pense ok. que l'impact. Alors, je sais pas si c'est maintenant ou ça depuis. Du coup, on n'a pas forcément parlé. Moi, j'ai pas encore vu, parce que là, c'est un nouveau client et j'ai pas encore vu le questionnaire, etc. Donc, on va regarder tout ça Ah, bientôt. du coup, il te spoil en live. Ouais, du coup, je regarde demain tout ça pour commencer le programme d'ici normalement semaine prochaine. Ok. Mais, Et ouais, mais quand tu dis hormones, ça peut être genre leptine, ghrelin, on sait que ça peut je être pense, ouais. facilement perturbé, quoi. Ouais. Je pense que là, post-prep, c'est souvent, ça peut arriver. A priori, c'est un petit peu les retours que je peux avoir de personnes où ils ressentent pas la sensation de satiété, quoi. Ouais, bah ouais, généralement ça vient de là et on sait que les petites grêlines ça peut aussi venir du sommeil, justement, qui peut être décalé, qui peut décaler ça. Et on sait que la Oui. prep, si elle est mal faite, ou même si elle est bien faite, hein, d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas Mm. assez, même une prep bien faite, ça peut avoir des répercussions parce qu'on va quand même dans un extrême quand on fait une prépa et quand on fait une compète, hein. Donc, Et après aussi, je pense aussi que c'est lié à tes habitudes. Si tu as toujours mangé à 22 heures, je sais pas l'heure à laquelle tu te couches, Anto, si tu as toujours mangé à 22 heures, je pense que ça peut du coup venir de là. Si tu ne manges pas à 22 heures, c'est que ton dernier repas il t'a de 19 heures et que à 4 heures du mat, 3 heures du mat, tu te réveilles, tu as la dalle. Et peut-être que c'est lié à ça, tout simplement. ouais, ça peut être. Faut voir en fait, encore une fois là, je pense qu'il y a beaucoup de contextes, mais sans parler du coup de ton contexte à toi, Anto, et moi de manière générale, je sais que ben, toi aussi, je pense que tu sais, voilà, les glucides peuvent aider à dormir, mais après c'est très contextuel, et être réveillé par la faim, ouais, pour moi c'est comme tu as dit, de toute façon, Jérém, hein, ça peut être des règlements au niveau des hormones, des habitudes, le sommeil, euh, ça peut être. Encore une fois, on va dire que je dis beaucoup ce mot-là, mais c'est parce que c'est la vérité, c'est multifactoriel, quoi. Oui, Donc bien sûr. il y a beaucoup. Bon, on va tout savoir. Mais Hmm. je pense qu'on peut essayer de trouver des solutions. Mais en soi, moi, je vois même pas de souci à manger avant de dormir. Si, en fait, justement, je verrais plus des fois un souci. Enfin, alors, il faut pas de souci à manger avant de dormir, mais si ça te pose, enfin, surtout que si toi, en plus de ça, tu ressens vraiment le fait d'avoir faim au milieu de la nuit, pour manger avant de dormir. Le souci, généralement, qui peut arriver, c'est que il y a des personnes, et moi, je peux en faire partie des fois, où je dois manger des grosses quantités de bouffe. Et le problème, c'est que mon dernier repas, il est vers 23h, 22h. Et du coup, moi, je me couche à minuit ou 23h. Et le problème, c'est que je me couche une demi-heure après avoir mangé, tu vois. Et là, Hmm. du coup, ça peut être même une problématique niveau digestion, mais sauf que je peux pas faire autrement d'un point de vue appétit. Pas parce que j'en ai envie forcément, tu vois. Donc, je pense que le problème inverse est souvent plus courant, du coup, d'avoir du mal à s'endormir avec le fait d'avoir le ventre plein, il suffit que tu digères mal ou quoi, tu vois, et que tu as mangé une grosse quantité, enfin, moi, ça peut me le faire. Mais tu vois, ce qu'il vient de me dire, il dit parce que tu vois, genre samedi, levé 2h du matin, une dalle de fou, car j'ai pas mangé ma collation avant de dormir, car repas plus copieux le soir. Moi, tu vois, du coup, j'ai plus l'impression, encore une fois, ça prend avec des pincettes, tout ça, mais c'est que c'est plus un automatisme de ton cerveau en mode tu as pris un gros repas le soir, mais tu Mm. étais habitué tellement à manger ton repas du soir et 2-3 heures après prendre ta collation. Mais vu que là, tu as pas pris ta collation, genre tu y cogitais, ton corps avait l'habitude tellement d'avoir une collation, et donc du coup il te l'a réclamé, ou toi justement tu y as pensé, et donc ça peut comme Oui. t'avoir réveillé. Après, je peux tout à fait me tromper, mais c'est comme ça que je peux l'interpréter dans un premier plan, quoi. Mm. Mais voilà pour ta question, mon quai. Je pense qu'on a fait le tour quand même au niveau de la surcharge progressive, parce que bon c'était un petit sujet, mais on Ah, peut si, passer. pour bien la réussir, juste voulu rajouter d'avoir un regard extérieur Ah oui. pour éviter justement de penser à une stagnation, parce que même si on se la regarde soi-même, on peut des fois s'imaginer qu'on stagne alors qu'en réalité on a progressé sur une série.
et que Ouais, et c'est déjà... inversement, en fait, ça peut être biaisé par notre propre perception, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ouais, bah, c'est là où c'est après l'avantage d'être suivi, parce que sûr, vous n'avez pas demandé à votre voisin ou à vos parents, frères et sœurs, voilà, comment t'interprètes mes performances, tu vois. Ouais. Donc, ouais, avoir un œil externe à ça, ça peut toujours être d'une très grande utilité. Si vous avez d'autres questions liées à la musculation, vous pouvez la poser. Nous, on va passer sur une petite question bonus pour clôturer donc, du coup ce live. Comme vous le savez, maintenant il dure 45 minutes, 1 heure. On veut du contenu un peu plus condensé. Et pour sa dernière question, Jérémy, tu penses quoi de l'importance du physique d'un coach sportif ou coach en nutrition, hein, d'ailleurs, hein, ça rentre, voilà, voilà. Alors, moi, je pense que faut pas en tenir compte à 100%. En, en- en fait, pour moi, généralement, la plupart des coachs en musculation ont quand même un bon physique par rapport à la moyenne des gens. C'est sûr que si ton coach a vraiment zéro physique, mais vraiment zéro, c'est-à-dire que le gars, c'est un lambda au possible, là, peut-être que tu peux te dire, bon, il n'y a vraiment aucune expérience de terrain, et du coup, peut-être que lui-même ne sait pas faire les mouvements, et n'a du coup pas les petits tips qui peut t'aider en tant que client. Sur l'entraînement, on ne parle pas de coach nutrition. Moi, je pense qu'un coach nutrition, du coup, alors peut-être on peut se dire, ouais, un coach nutrition qui a du poids à perdre, machin, enfin, même du poids à perdre, du moins qui est en obésité ou en surpoids, est-ce que c'est légitime? Oui, parce qu'on ne connaît pas son contexte de vie. Peut-être que ce coach nutrition-là passe par une dépression, et que ça n'empêche que le gars a des diplômes, qu'il a étudié le sujet depuis des années, peut-être qu'il était fit pendant 10 ans et que là, c'est plus le cas, parce que X raisons qui lui arriver dans sa vie, on n'en sait rien. Donc, juste sur le coach nutrition, c'est un peu autre chose, enfin, diététicien, Ouais, nutritionniste. Mais le coach entraînement, s'il effectivement il n'a pas du tout de physique, pas du tout de prise de muscle, il faut aussi le remettre dans le contexte. Ok, peut-être qu'avant, il avait un très très bon physique, et du coup, qu'il a cette expérience de terrain et qu'il sait te dire, s'il a vraiment aucun physique, je pense que c'est peut-être du coup à remettre en question, mais aussi du coup, le regard des gens sur est-ce qu'il a un physique, il est souvent très biaisé, parce qu'on est biaisé par les réseaux sociaux. ouais, Et c'est moi, ça. la plupart des gens, j'ai pas de physique. Et alors, non pas que je me trouve avoir un physique incroyable, mais j'ai quand même pris 20 kilos en 5 ans, tu vois. Et je suis Ouais. pas non plus super. Donc, j'estime avoir quand même une bonne progression. Et pourtant, mon physique est pas exceptionnel. Mais enfin, faut regarder, tu vois, là, d'où ça vient, tu vois, d'où tu viens de base. Plus que là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu as. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il faut pas trop non plus se fier au physique du coach, dans le sens où on acquiert également plus de connaissances plus rapidement que de muscles, en réalité. C'est pas, Oui. enfin, il n'y a pas une suite directe. J'ai des connaissances, mes muscles y suivent, j'ai des Ouais, connaissances. c'est Non, pas lié, quoi, les deux. c'est vrai que des fois, j'ai entendu des discours de mecs réputés dans le milieu, enfin pas réputés, mais qui sont connus. Et les mecs disent, ouais, je comprends pas les coachs, vous n'avez pas de physique, vous dites que vous connaissez tout, machin, mais vous n'avez pas mon physique, vous n'avez pas de physique de façon générale. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu apprends, imaginons, tu viens de lire une étude, tu viens de dire, putain, en fait, c'est X séries par muscle pour développer tes pecs, tu viens de le lire à l'instant. Mais tes muscles, ils vont pas direct grossir, tu vois. Ouais, C'est ouais, comme ça que ça se passe. ouais. Donc moi, ça me rend fou un peu ce type de discours. Ouais, ouais, ben, il y a plusieurs points, je trouve, que tu as souligné qui sont importants. Déjà, il y a la perception des gens du physique. Encore une fois, je prends ton exemple parce que j'ai eu ton appel avec toi hier, Johan, qui, 40 ans, il a un excellent physique pour une personne de 40 ans et même pour une personne qui aurait 20 ans, hein. Je lui ai dit, il y a plein de 20 ans, de peu importe, tu les mets à l'amende. Et il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte du niveau de leur physique parce que quand tu vas à la salle, tu vois majoritairement des gens qui s'entraînent aussi. Mais il faut prendre en compte que les gens qui vont en salle de musculation, qui font de la musculation pour prendre du muscle, qui ont un lifestyle qui tourne autour de la prise de muscle, de leurs conditions physiques et autres, j'ai pas envie de donner, j'aime pas donner des chiffres un petit peu à hasard comme ça, mais c'est juste pour représenter que c'est une minorité, c'est vraiment 1% de la population qui va chercher à faire ça. Donc déjà, rien que ça, il faut remettre dans le contexte, c'est quoi un physique. Moi personnellement, je sais que j'ai actuellement peut-être pas le meilleur physique depuis, on va dire, mes 25 ans, on va dire même mes 22 ans. Mais pourquoi? Avant, je vivais pour ça. J'étais salarié, j'avais pas forcément de vie de famille, j'avais pas de conjointe. Enfin, voilà, j'étais solo. Je mettais toute ma vie dans ce lifestyle-là, et c'est grâce à ça que forcément j'ai atteint ce physique-là, parce que c'était ma priorité. Mais à l'heure actuelle, tu sais, je prends un exemple, je veux pas être bodybuilder, je veux pas être, même si tout le monde ne peut pas aller à Olympia ou autre, tu sais, je veux pas faire des compétitions, je veux pas, par exemple, ça peut paraître bête, mais le physique à Yann, qu'on connaît tous les deux, il a un très bon physique, mais ce n'est pas du tout mon objectif. Donc pourquoi je me forcerais à avoir, par exemple, un physique comme quelqu'un de Yann, juste pour dire comme quoi j'ai des connaissances, alors que c'est pas ma priorité, tu vois, à l'heure actuelle. Et comme tu l'as dit, bah, moi, ma priorité à l'heure actuelle, c'est d'en savoir plus, de me former, de lire, d'échanger avec d'autres coachs comme vous.
et à côté de toujours avoir ma routine, de performer dans mon coin, et d'avoir mon physique qui varie, comme bon me semble, tu vois, parce que ben, je reste maître quand même, vu que je sais comment ça fonctionne. Si j'ai envie de perdre du poids, j'en perds. Si j'ai envie d'en prendre, j'en prends. Si j'ai envie de... Voilà, tu vois, je fais ce que je veux. Et moi, je trouve que c'est pas du tout à prendre en compte, comme pour les raisons que tu l'as dit, mais c'est sûr que pour le terrain, ça peut être un gros plus. D'avoir un coach qui a déjà eu un physique ou qui en a un à l'heure actuelle, mais ça ne fait pas tout. C'est vraiment. Quand on parle de physique, c'est que si ton coach a du muscle et que ça se voit, tu peux en déduire qu'il sait un minimum de quoi il parle. Ah, enfin, et encore, non, même pas. Même pas, je dis de la merde. C'est que Ah ouais. ça peut être. Tu peux te dire, bon, ok, cette case, elle est cochée. Ça veut pas dire que toutes les cases sont cochées. Ça Parce veut que dire que oui, regarde, en pratique, il arrive à la limite à respecter, comme on a dit avant, la surcharge progressive, à se voilà. rapprocher de l'échec ou autre, mais ça veut pas dire qu'il fait les Et mouvements encore. exactement comme il faut. Oui, voilà, parce que comme on l'a dit, c'est multifactoriel de prendre du muscle. Donc indirectement, il y en a instinctivement, de manière générale, ils vont cocher ces cases-là, sans même le savoir qu'ils vont les cocher des fois. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu plus inné chez certaines personnes, au-delà de la génétique, mais ça veut pas dire qu'il sait exactement le processus qu'il faut à chacun. C'est ça. C'est pas parce que tu as atteint un physique spécial que tu sais comment tu l'atteins et que tu saurais le faire atteindre à quelqu'un d'autre. C'est coacher et avoir une expérience de terrain. Et déjà aussi, ça c'est un truc que beaucoup vont parler du physique en disant j'ai un physique et j'ai du coup l'expérience de terrain. Tu as de l'expérience de pratiquant. T'as pas Mhm. l'expérience de coach. Et il y a une différence d'expérience de terrain entre un coach qui coach, et là, il acquiert de l'expérience en faisant des erreurs, en faisant des programmes, en parlant avec ses clients, en débriefant les vidéos, tout ça, toutes ces choses qui te font avoir de l'expérience, et en t'entraînant. T'entraînant, tu auras de l'expérience de pratiquant. Tu acquiers de l'expérience du coup aussi pour le coaching, parce qu'automatiquement, tu fais des mouvements, tu sais comment te placer, tu trouves des titres, machin, et puis peut-être que toi-même, tu te fais coacher, et du coup, tu acquiers aussi des connaissances comme ça, mais c'est pas la seule chose à faire, tu vois. Et beaucoup reposent un peu leur coaching sur leur simple pratique de pratiquant, et non pas que ça mette de côté, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Et tu vois, j'ai envie de dire, c'est peut-être un raccourci, mais tu peux avoir un bon physique. Attention, je dis pas non plus un énorme physique, mais tu peux avoir un très bon physique, donc développer musculairement, hein, quand je parle. Donc pas de bodybuilder, pas non plus faire des compétitions, mais très développé, de manière, j'ai envie de dire, aléatoire, presque. De Mm. manière aléatoire, parce qu'il y a combien de personnes, on peut même prendre, pas forcément notre génération, mais nos générations avant ou autres. Moi, je connais des gens personnellement qui s'entraînaient n'importe comment, dans le sens, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils s'entraînaient des fois peut-être en faisant du 20, 30, 40, 50 reps, tu vois, entre. Ils prenaient qu'une minute, une minute 30 de repos. Donc c'est ces mêmes gens-là qui vont dire non, ça sert à rien de prendre plus d'une minute de repos ou autre, parce que eux, ils ont bâti leur physique comme ça. Mais en fait, encore une fois, ta prise de muscle, elle repose pas sur ton temps de repos, sur ton nombre de répétitions, sur ton nombre de séries, elle repose sur tout ça. Et si tu coches juste une ou deux de ces choses-là, que tu les répètes mois après mois, année après année, que tu kiffes le processus, que à côté, tu as aussi la nutrition qui va, tu peux bâtir un physique au final. Et comme du coup j'ai dit avant, il y a des gens dans la nature, ils vont le faire de par eux-mêmes. Parce que Mm. ils ont été sportifs quand ils étaient jeunes, ils savent ce que c'est aussi d'aller à l'échec, ou alors c'est des gens, ils mettent toute leur vie dedans, parce que ben, ils ont leur travail à côté, mais tout le reste du temps c'est du sport, donc ils font des séances qui durent 2 3 4 heures, et toute leur vie tourne autour du sport. Même si c'est pas optimal ou autre, ils progressent, parce qu'ils durent sur le long terme. Et c'est ça le plus Mm. important à retenir. Ils ont fait la même chose là, de leur début jusque 10 ans après. Mais ça veut pas dire qu'ils ont fait tout comme il fallait et que tu peux pas avoir les mêmes résultats en plus court ou j'en passe. Donc, Et avec ouais. moins de risques de blessure peut-être quelquefois, parce qu'encore une fois, des fois, ces genres de personnes vont conseiller des exercices qui sont pas forcément. Alors, non pas qu'on peut se blesser avec des exercices poids libre. Je suis pas kinésiophobe, tu sais, à dire Mais non. attention, faut pas se blesser. Ça, justement, je suis un peu contre ça aussi. Mais peut-être que tu as aussi des exercices qui sont un peu à moins risque. Et Hein. du coup, on pourrait, là, via tous les mouvements evidence-based, on va dire, où on pourrait plus conseiller des mouvements un petit peu plus stables, etc. Et du coup, bah, ça induit peut-être un moindre risque de blessure, même si on sait que la blessure vient surtout par un manque de, enfin, par pas d'adaptation. Du coup, bah, si tu fais bien le mouvement, que tu le fais correctement, avec une bonne surcharge progressive, mais aussi en termes de mouvement, tu vois. Je pense à des mouvements soulevés de terre de rond, par exemple. Alors, je suis pas très renseigné sur le sujet, mais je sais qu'a priori, si tu fais le mouvement correctement, enfin, si tu t'entraînes à bien le faire, Mhm. eh bien, ça devrait bien se passer au fil du temps pour ta colonne. Mais après, ça à remettre dans un contexte précis, peut-être de l'entraînement sur des sports spécifiques, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Ouais, donc ouais, voilà, je voulais finir sur cette petite question parce que je trouve que c'est important, mais je trouve que c'est un petit peu contre nature aussi un petit peu des gens. Les gens de manière générale, on cherche toujours une logique. La première, on cherche la logique, mais la logique la plus rapide à obtenir, tu vois.
Et encore une fois, tout est multifactoriel, il faut tout remettre dans son contexte. Et encore une fois, faites attention, une expérience personnelle, un avis d'expert, c'est pas du tout une source valable. Mm. Tout à fait Donc c'est d'accord. ça. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Il n'y a pas d'autres questions, mais quand même merci déjà pour ceux qui ont été posés. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont été présents dans le chat. Encore merci à toi, Jérémy. Merci à toi, Jason. C'était vraiment cool de pouvoir discuter de toi avec ça. La rediffusion donc, va être disponible sur YouTube, Spotify et je l'espère bientôt Apple Podcasts. Il faut que ça soit juste validé de leur côté. Donc voilà, n'hésitez pas à ceux qui écoutent ça en rediffusion à passer tous les dimanches en direct. C'est de manière générale à 20h heure française et 14h heure canadienne, enfin Montréal, sauf exception. Donc moi je vous dis à très vite et on se dit tout simplement à dimanche prochain. Bye Au Jérémy. revoir. Bye.